Dans la cabine feutrée d'un vol Air France Luxe reliant Paris à Montréal, l'air vibre d'une élégance raffinée, mais une tempête d'indignation est sur le point d'éclater. Imaginez un garçon autiste de 12 ans, Léo Martin, les yeux pétillants d'excitation pour son premier vol transatlantique, arraché de son siège en première classe par un steward arrogant sous les regards horrifiés des passagers. L'humiliation publique, orchestrée par des préjugés odieux, est une gifle à la dignité humaine, un affront qui fait bouillir le sang. Ce n'est pas une simple erreur, c'est une injustice insupportable, un scandale qui hurle pour être dénoncé. Si cette scène vous révolte, si elle vous donne envie de crier justice, mettez un pouce bleu, partagez cette histoire et commentez « Justice pour Léo » pour montrer que vous ne tolérez pas une telle ignominie. La cabine de première classe est un cocon de luxe, où le tintement des coupes de champagne se mêle aux murmures discrets des passagers. Les fauteuils en cuir crème, les éclairages tamisés et les parfums subtils des plateaux repas composent une symphonie d'opulence. Au siège 2A, Léo Martin, un garçon de 12 ans aux cheveux châtains en bataille, s'installe avec une maladresse touchante. Ses doigts serrent un petit avion en plastique, son trésor, qu'il fait tourner nerveusement entre ses mains. Ses yeux, grands et curieux, balaient la cabine, captant chaque détail avec une intensité presque palpable. À ses côtés, sa mère, Claire Martin, une psychologue pour enfants de renom, rayonne d'une élégance naturelle. Son foulard Hermès, noué avec soin autour de son cou, et son tailleur gris perle, signé Chanel, soulignent une présence à la fois douce et autoritaire. Claire murmure à Léo, sa voix chaude et apaisante, expliquant le décollage avec une patience infinie. « Tu vas voir, mon cœur, l'avion va s'élancer comme un oiseau. » Léo, autiste, répond par un léger balancement du corps, un rituel apaisant qui l'aide à gérer l'excitation et l'anxiété. Quelques passagers jettent des regards curieux, certains attendris par la tendresse de Claire, d'autres, moins bienveillants, plissent les yeux, comme si la présence de Léo en première classe était une anomalie. Parmi eux, M. Gérard Lambert, un homme d'affaires ventru au costume hors de prix, installé au siège 1B, observe Léo avec un sourire narquois. Ses doigts boudinés tambourinent sur l'accoudoir et il murmure à son voisin, un banquier britannique nommé Edward Clark. « Un gamin comme ça, en première classe, il laisse vraiment n'importe qui ici. » Ces mots, lâches et venimeux, plantent une graine de tension dans l'air, un présage de l'orage à venir. Le steward en chef, Philippe Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage anguleux et à l'uniforme impeccablement repassé, arpente l'allée centrale avec une autorité glaciale. Son chignon serré et ses gestes précis trahissent une obsession du contrôle, mais ses yeux, froids comme l'acier, scrutent la cabine avec un mépris à peine dissimulé. Lorsqu'il passe près de Léo, il s'arrête net, son regard s'attardant sur le garçon qui fait tourner son avion en plastique avec une concentration intense. Philippe fronce les sourcils, ses lèvres se pinçant en une grimace de désapprobation. Claire, sentant la tension pesante, lève les yeux, son sourire poli mais ferme. « Tout va bien, monsieur ?» demande-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une vigilance maternelle. Philippe, sans un mot, continue son inspection, mais ses épaules raidies trahissent une irritation croissante. Quelques minutes plus tard, il revient, son ton sec et sa posture rigide. « Madame, puis-je voir vos billets, s'il vous plaît ?» Sa voix, inutilement forte, résonne dans la cabine, attirant les regards des passagers. Les murmures s'interrompent, les têtes se tournent. Claire, surprise mais imperturbable, sort les billets de son sac en cuir verni, ses gestes fluides et assurés. Léo, sentant la tension, serre son avion plus fort, son balancement s'accélérant légèrement. « Maman, pourquoi il parle fort ?» murmure-t-il, sa voix tremblante. Claire pose une main apaisante sur son épaule, chuchotant. « Tout va bien, Léo. Reste avec moi. » Philippe examine les billets avec une minutie exagérée, ses doigts s'attardant sur le papier comme s'il cherchait une faille. Les billets sont valides, les sièges confirmés, mais son visage se crispe, comme si la présence de Léo et Claire en première classe était une offense personnelle. Il rend les billets avec un hochement de tête sec, ses yeux lançant des éclairs. « Très bien, » marmonne-t-il, mais son ton est chargé d'une hostilité à peine voilée. Claire, toujours calme, range les billets et se tourne vers Léo, lui murmurant des mots rassurants. Mais Philippe n'en reste pas là. Après un échange chuchoté avec une collègue près de la cuisine, il revient, son attitude désormais ouvertement agressive.
Madame, veuillez me suivre immédiatement, ordonne-t-il, sa voix tranchante comme une lame, assez forte pour faire taire la cabine. Les passagers se figent, leurs regards convergeant vers Claire et Léo. Monsieur Lambert, avec un rictus satisfait, murmure à Edward. Enfin, il règle le problème. Ce gamin n'a rien à faire ici. Ces paroles, dégoulinantes de mépris, font monter une vague de colère chez ceux qui les entendent. Comment ose-t-il? Pourquoi ce garçon, si innocent, si vulnérable, est-il ciblé ainsi? Claire, les yeux plissés, demande calmement. Pour quelle raison, monsieur? Nos billets sont en règle. Mais Philippe, inflexible, rétorque. Votre fils perturbe les autres passagers. Nous devons vous déplacer en classe économique pour des raisons de sécurité. Le mot « sécurité » sonne comme une insulte, un prétexte creux pour masquer son préjugé. Léo, sentant la tension, commence à se balancer plus fort, un gémissement discret s'échappant de ses lèvres. Claire, le cœur serré, prend sa main, son regard défiant Philippe. « Mon fils ne dérange personne. Il est autiste et il a le droit d'être ici. » Sa voix, ferme mais contrôlée, résonne comme un avertissement, mais Philippe l'ignore, son arrogance le rendant sourd. La cabine entière retient son souffle, l'atmosphère s'alourdissant comme avant un orage. Claire, sans un mot de plus, rassemble ses affaires, son sac Hermès glissé sur son épaule, et aide Léo à se lever, son petit avion toujours serré dans ses mains tremblantes. Chaque pas vers l'arrière de l'avion est un supplice, un chemin de honte imposé par l'injustice. Les regards des passagers suivent leur procession, certains empreints de pitié, d'autres de colère. Monsieur Lambert ricane, assez fort pour que Claire l'entende. C'est mieux ainsi. La première classe, c'est pour ceux qui savent se tenir. Ces mots, comme un poison, font bouillir le sang. Une jeune infirmière, Élise Fournier, assise au siège 4C, serre les poings, ses joues rougissant d'indignation. À côté d'elle, son ami, Antoine Bisset, un avocat spécialisé dans les droits humains, murmure. C'est scandaleux. Ce steward agit comme s'il possédait l'avion. La cabine est un volcan prêt à entrer en éruption, chaque murmure alimentant la tension. En classe économique, Claire et Léo sont relégués à des sièges étroits, coincés entre un homme d'affaires endormi qui ronfle bruyamment et une femme d'âge mûr, Madame Véronique Dubois, dont le visage pincé trahit un mépris immédiat. Philippe, avec un sourire à peine dissimulé, déclare « Il y a eu une erreur avec vos billets. Restez ici, nous réglerons cela plus tard. » Son ton, condescendant, presque jubilatoire, est une gifle supplémentaire. Puis, il tourne les talons, laissant Claire et Léo dans cet espace exigu, leur dignité mise à rude épreuve sous les regards curieux des autres passagers. Madame Dubois, avec un rictus dédaigneux, marmonne. Un enfant comme lui en première classe, vraiment, il laisse n'importe qui voyager de nos jours. Ces mots, empreints de préjugés à peine voilés, sont un coup de poignard. Léo, les yeux baissés, serre son avion contre sa poitrine, son balancement s'accélérant. Claire, toujours calme, pose une main sur son genou, mais ses doigts se crispent légèrement, trahissant une colère contenue. Elle tourne lentement la tête vers Madame Dubois, son regard perçant comme une lame. « Ce que vous appelez n'importe qui, madame, est mon fils, et il mérite plus de respect que vos paroles mesquines. » Sa voix, basse mais tranchante, cloue Madame Dubois sur place. La femme rougit, détournant les yeux, son silence forcé étant une petite victoire pour Claire. Mais l'insulte reste, et la colère des spectateurs monte d'un cran. Comment une mère et son enfant, si vulnérables, si dignes, peuvent-ils être traités ainsi? Pourquoi Philippe, avec son arrogance insupportable, pense-t-il pouvoir juger qui mérite un siège en première classe? Et pourquoi Madame Dubois, avec ses remarques odieuses, croit-elle pouvoir ajouter à cette humiliation? Dans la cabine économique, Élise Fournier, l'infirmière, observe la scène, son téléphone discrètement en main. Bouleversée par l'injustice, elle sent son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle filme l'incident, capturant chaque mot cruel de Philippe et les commentaires venimeux de Madame Dubois. « C'est intolérable », murmure-t-elle à Antoine, qui hoche la tête, les lèvres serrées. « Ce steward va le regretter », répond-il, sa voix vibrante de colère contenue. Élise, étudiante en soins infirmiers et militante pour l'inclusion, sait que cette vidéo pourrait faire des vagues, peut-être même déclencher un scandale.
Il faut que le monde voie ça, ajoute-t-elle, ses yeux brillants de détermination. Antoine acquiesce, son regard fixé sur Claire et Léo. Cette femme là-bas, elle n'est pas une victime, elle va leur faire payer. Pendant ce temps, en première classe, M. Lambert continue de chuchoter à Edward Clark, son ton dégoulinant de suffisance. « Vous avez vu ça? Ce gamin n'avait rien à faire ici. » Edward, mal à l'aise, hausse les épaules, mais Lambert insiste. « Ces gens-là pensent qu'ils peuvent envahir nos espaces avec leur comportement bizarre. » Ces paroles, chargées de mépris, sont un affront insupportable. Élise, qui a entendu ces murmures depuis l'allée, serre les dents, son téléphone capturant chaque mot. Antoine, à ses côtés, serre les poings si fort que ses jointures blanchissent. « C'est inacceptable, » murmure-t-il, ses yeux brillants de colère. Ce steward agit comme un tyran, et cet homme est tout aussi coupable avec ses remarques. Il mérite justice pour Léo. La cabine est un chaudron bouillonnant de tension, chaque mot, chaque regard alimentant une atmosphère explosive. Claire, dans son siège exigu, reste un îlot de calme au milieu de cette tempête. Elle sort son téléphone, tape un message rapide à une collègue journaliste, ses doigts moving avec une précision chirurgicale. Incident grave à bord. Préparer une couverture médiatique. Elle range l'appareil, son visage impassible, mais un léger sourire, presque imperceptible, effleure ses lèvres. Cette femme n'est pas une victime passive. Elle est une stratège, une force de la nature qui attend son moment. Philippe l'ignore à ses risques et périls, et l'orage qu'il a déclenché risque de l'engloutir. À l'autre bout de la cabine économique, Élise continue de filmer, son pouce accélérant à mesure qu'elle capture l'échange entre Claire et Madame Dubois. « Cette femme est une héroïne », murmure-t-elle à Antoine, qui hoche la tête avec une admiration croissante. Elle ne se laisse pas faire. Elle a une force incroyable. Antoine, un avocat habitué à défendre les opprimés, sent une montée d'indignation. Ce steward, Philippe, pense qu'il peut humilier une mère et son enfant comme ça et s'en tirer? Il se trompe lourdement. À l'avant, Philippe retourne à ses tâches, un sourire satisfait aux lèvres. Il pense avoir rétabli l'ordre, avoir remis ses gens à leur place, comme si la présence de Léo en première classe était une menace à son autorité. Il sert des coupes de champagne avec une assurance retrouvée, ignorant les regards furtifs des passagers qui murmurent entre eux. Mais il ne sait pas qu'un appel vient d'arriver dans le cockpit. La copilote, Sophie Laurent, une mère de famille au regard perçant, écoute attentivement la voix ferme à l'autre bout de la ligne. Surveillez de près la situation concernant un passager déplacé de la première classe. La mère est Claire Martin, une psychologue influente. Ses actions pourraient avoir des conséquences graves pour la compagnie. Le visage de Sophie se crispe, ses mâchoires se serrant. Elle raccroche, son regard sombre, et murmure au capitaine. Ce steward a fait une erreur qu'il va payer cher. Philippe, inconscient de la tempête qui se prépare, continue de sourire, son assurance grandissant à chaque tâche accomplie. Mais la cabine, elle, est un volcan sur le point d'exploser, chaque mot, chaque geste alimentant une tension insoutenable. Claire, toujours immobile, ses yeux fixés sur Léo qui serre son avion, masque une détermination d'acier. Elle n'est pas une victime, elle est une mère, une guerrière, et Philippe va bientôt découvrir à quel point il a sous-estimé sa proie. La colère monte, la justice attend, et ce vol n'est que le prélude à une bataille qui promet de faire trembler les fondations d'Air France Luxe. La cabine de l'avion Air France Luxe, vibrant sous le bourdonnement incessant des moteurs, est devenue un champ de bataille où la tension s'épaissit à chaque seconde. L'humiliation publique de Léo Martin, un garçon autiste de 12 ans, et de sa mère, Claire Martin, orchestrée par l'arrogance glaciale du steward Philippe Dubois, a allumé une mèche qui menace d'embraser l'ensemble du vol. Chaque regard, chaque murmure, chaque geste alimente une colère collective, une indignation qui pulse comme un cœur prêt à exploser. Philippe, drapé dans son assurance fallacieuse, parade une première classe, ignorant qu'il danse sur un fil au-dessus d'un précipice. Mais Claire, reléguée dans son siège exigu en classe économique, n'est pas une victime passive. Elle est une stratège, une tempête contenue, et ses actions silencieuses font trembler les fondations de l'autorité de Philippe. Cette injustice, amplifiée par les préjugés odieux de passagers comme Madame Véronique Dubois et l'indifférence méprisante de Monsieur Gérard Lambert, est un affront insupportable, un scandale qui hurle pour être exposé.
La cabine est un volcan et l'éruption est imminente. En classe économique, l'atmosphère est irrespirable, saturée d'une tension qui fait frémir l'air. Léo, coincé dans son siège étroit, serre son petit avion en plastique contre sa poitrine, son balancement plus rapide, presque frénétique. Ses yeux, grands et humides, fixent le dossier devant lui, cherchant un refuge dans un monde qui semble s'être retourné contre lui. Claire, à ses côtés, pose une main douce sur son genou, son regard brûlant d'une colère contenue mais palpable. Elle murmure « Ça va aller, mon cœur, on va réparer ça. » Sa voix, chaude et ferme, est un rempart contre le chaos, mais ses doigts tremblent légèrement, trahissant la tempête qui gronde en elle. À côté d'eux, Madame Véronique Dubois, la passagère aux remarques venimeuses, ne peut s'empêcher de pousser plus loin son mépris. « Vous devriez mieux contrôler votre fils », lance-t-elle, son ton mielleux masquant à peine son dédain. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans un avion. Ces mots, comme un acide, brûlent Claire, et les passagers à proximité se figent, choqués par tant d'audace. Claire, toujours calme, tourne lentement la tête, ses yeux perçant Madame Dubois comme une lame. « Contrôler mon fils ?» répète-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère froide. Ce que vous appelez « comportement », madame, est sa manière de naviguer dans un monde qui refuse de l'accepter. Ce qui n'a pas sa place ici, c'est votre intolérance. Ces paroles, prononcées avec une précision chirurgicale, clouent Madame Dubois sur place. La femme rougit, ses lèvres tremblant, mais elle n'ose pas répondre, son silence forcé résonnant comme une victoire fragile pour Claire. Les passagers autour, dont Élise Fournier, l'infirmière qui filme discrètement, retiennent leur souffle, impressionnés par la force tranquille de cette mère. Élise, son téléphone toujours en main, capture chaque mot, chaque regard, son cœur battant à tout rompre. « Cette femme est une lionne », murmure-t-elle à Antoine Bisset, l'avocat assis à ses côtés, qui hoche la tête, les yeux brillants d'indignation. Et ce steward, Philippe, il va regretter d'avoir croisé son chemin. En première classe, la tension est tout aussi palpable. Philippe, inconscient du feu qu'il a allumé, sert des plateaux repas avec une assurance feinte, son sourire crispé trahissant une pointe d'inquiétude qu'il refuse d'admettre. Il croise le regard de son collègue, David Ruiz, un steward vétéran aux tempes grisonnantes et au regard perçant. David, avec ses 20 ans d'expérience, sent l'atmosphère explosive de la cabine. Il s'approche de Philippe, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine, ses bras croisés. « Tu joues avec le feu, Philippe », murmure-t-il, sa voix lourde de reproche. « Ce garçon n'a rien fait de mal. Tu as agi sur un préjugé, pas sur des faits. » Philippe, piqué au vif, redresse les épaules, son ton défensif. « Je fais mon travail, David. Ce gamin perturbait les autres. J'ai pris une décision pour le bien de la cabine. » Mais David secoue la tête, ses lèvres se pinçant. « Perturbait ? Il jouait avec un jouet, Philippe. Tu as humilié un enfant et sa mère devant tout le monde. Si elle est aussi importante qu'on le dit, tu viens de signer ton arrêt de mort. » Ces mots, prononcés avec une gravité froide, font vaciller l'assurance de Philippe, mais il rejette l'avertissement d'un geste de la main. « Ne me fais pas la leçon, je sais ce que je fais. » Son arrogance, insupportable, ne fait qu'attiser la colère de David, qui tourne les talons, ses yeux lançant des éclairs. La cabine, elle, n'ignore rien. Les murmures des passagers en première classe s'intensifient, leurs regards furtifs suivant Philippe comme des flèches. Monsieur Gérard Lambert, l'homme d'affaires au sourire narquois, chuchote à Edward Clark, son voisin. « Ce steward a bien fait. Ce gamin n'avait rien à faire ici. » Ces paroles, dégoulinantes de mépris, font bouillir le sang d'un autre passager, Julien Moreau, un PDG dans la tech, assis au siège 5C. Julien, les joues rougissant de colère, se tourne vers Lambert. « Et qu'est-ce qui vous donne le droit de juger qui a sa place ici ?» demande-t-il, sa voix basse mais vibrante d'indignation. Lambert, pris au dépourvu, bafouille, son sourire s'effaçant à moitié. « Je dis juste que la première classe, c'est pour un certain standing. » Sa réponse, lâche et arrogante, ne fait qu'amplifier la tension. Julien croise les bras, refusant de céder. « Le standing? Ce garçon et sa mère ont plus de dignité que vous n'en aurez jamais.
La confrontation, brève mais électrique, fait taire la cabine, les passagers échangeant des regards chargés de jugement. Soudain, une lueur d'espoir perce l'obscurité. La copilote, Sophie Laurent, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant et à la posture assurée, entend les murmures de l'équipage via l'intercom. Mère d'un adolescent autiste, elle ressent une indignation viscérale en apprenant l'incident. Elle quitte le cockpit, ses pas déterminés, et confronte Philippe dans la cuisine de première classe. « Tu as déplacé un enfant autiste, pourquoi exactement ?» demande-t-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « Tu sais qu'il a des besoins spécifiques, non? La compagnie a des protocoles pour ça. » Philippe, agacé, rejette ces paroles d'un geste dédaigneux. « Sophie, retourne au cockpit, ce n'est pas ton rôle, j'ai géré la situation. » Mais Sophie, inflexible, plante son regard dans le sien. « Gérer? Tu as humilié un enfant devant tout le monde, tu as enfreint les règles d'Air France et je ne vais pas rester les bras croisés. » Sans attendre sa réponse, elle retourne au cockpit, sort son téléphone et envoie un message au siège de la compagnie signalant l'incident. Son geste, discret mais puissant, est une première fissure dans l'armure d'arrogance de Philippe. Mais il n'en sait rien, continuant ses tâches avec une assurance aveugle, ignorant les regards accusateurs des passagers. En classe économique, Claire, sentant l'atmosphère basculer, sort son tablette et commence à rédiger un rapport détaillé, ses doigts volant sur l'écran avec une précision méthodique. Elle note chaque détail, les mots de Philippe, les remarques de Madame Dubois, les regards des passagers. Elle murmure à Léo, « On va tout arranger, mon ange, je te le promets. » Léo, toujours agrippé à son avion, lève les yeux vers elle, un léger sourire timidement. « Comme un super-héros, maman. » Claire, le cœur serré, hoche la tête. « Exactement de mon cœur, comme un super-héros. » Son regard croise celui d'Élise, qui filme toujours discrètement. Un échange silencieux passe entre elles, une alliance tacite contre l'injustice. Élise, galvanisée, murmure à Antoine. « Cette femme est incroyable. Elle ne se contente pas de subir. Elle agit. » La tension monte encore d'un cran lorsque Élise partage sa vidéo avec un petit groupe en ligne, un cercle de militants pour l'inclusion qu'elle fréquente. Les premières réactions affluent, des commentaires enflammés. « Honte à Air France. Cet enfant mérite mieux. Justice pour Léo. » La vidéo, brute et accablante, commence à circuler, chaque partage alimentant une vague d'indignation. Dans la cabine économique, Madame Dubois, toujours à côté de Claire, ne peut s'empêcher de relancer l'attaque. « Vous savez, je voyage souvent en première classe, et je n'ai jamais vu un enfant comme le vôtre là-bas. C'est inhabituel. » Ces mots, chargés de sous-entendus, sont un nouvel affront. Élise, n'y tenant plus, bondit de son siège, sa voix résonnant dans la cabine. « Ça suffit !» s'exclame-t-elle, attirant tous les regards. « Vous n'avez aucun droit de parler ainsi à cette mère et son fils. Vos paroles sont dégoûtantes et vous devriez avoir honte. » Madame Dubois, prise au dépourvu, bafouille, son visage virant au cramoisi. « Jeune fille, occupez-vous de vos affaires » rétorque-t-elle, mais sa voix tremble, son autorité s'effritant. Antoine, soutenant Élise, intervient à son tour. « Non, c'est vous qui devriez vous taire. Votre intolérance est une insulte à tous ici. » L'échange, explosif, électrise la cabine économique, les passagers murmurant avec ferveur, certains applaudissant discrètement. Claire, toujours posée, lève une main pour calmer les esprits. « Merci, » dit-elle, sa voix douce mais autoritaire. « Mais ce genre de comportement se condamne tout seul. Économisons notre énergie pour ce qui compte. » Ces mots, empreints de sagesse, apaisent légèrement la tension, mais la colère reste palpable, un feu qui couve sous la surface. En première classe, Julien Moreau, le PDG dans la tech, ne peut plus rester silencieux. Il se lève, ignorant les protestations de sa collègue Claire Dupont, et s'approche de Philippe, qui sert un café avec une nonchalance feinte. « Excusez-moi, » dit Julien, sa voix ferme mais polie, attirant l'attention des autres passagers. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez déplacé cette mère et son fils? Leur billet était valide, n'est-ce pas? » Philippe, surpris, se redresse, son sourire se figeant. « Monsieur, c'est une affaire interne. Il y avait une erreur. » Sa réponse évasive et arrogante attise la colère de Julien. « Une erreur ?» répète-t-il, sa voix montant d'un cran. « Vous les avez humiliés sans raison valable. C'est inacceptable. »
Les autres passagers, dont Claire Dupont et même Edward Clark, jusque-là silencieux, hochent de la tête, leur murmure s'amplifiant. Philippe, sentant la pression monter, tente de reprendre le contrôle. « Monsieur, retournez à votre siège, tout est sous contrôle. » Mais son ton condescendant ne fait qu'aggraver la situation. Julien croise les bras, inflexible. « Non, je ne bougerai pas tant que vous n'aurez pas expliqué pourquoi vous avez ciblé cet enfant. Était-ce à cause de son autisme, de son comportement? » La question, directe et accusatrice, fait taire la cabine. Même Lambert, qui ricanait jusque-là, baisse les yeux, mal à l'aise. Philippe, le visage rougissant, bafouille. « Ce n'est pas ça du tout. Je faisais mon travail. » Mais ces mots sonnent creux, et les passagers murmurent plus fort, leurs regards chargés de jugement. Claire Dupont, toujours assise, murmure à un passager voisin. Il ment. Il sait qu'il a tort, mais il ne l'admettra pas. L'atmosphère en première classe est désormais irrespirable, chaque passager sentant qu'un point de rupture approche. Dans le cockpit, Sophie Laurent, la copilote, reçoit une réponse à son message. Le siège d'Air France, alerté par son rapport, confirme que Claire Martin est une psychologue de renom, membre d'un conseil consultatif sur le handicap. « Surveillez le steward Philippe Dubois », ordonne la voix à l'autre bout de la ligne. Cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures. Sophie, les mâchoires serrées, hoche la tête, son regard fixé sur les instruments. Elle murmure au capitaine, Marc Renaud. « Philippe a dépassé les bornes. Cette femme ne va pas laisser passer ça. » Marc, un vétéran grisonnant, fronce les sourcils. « Je vais le convoquer, mais il est trop tard pour lui. » Il envoie un message à Philippe via l'intercom. « Présentez-vous au cockpit immédiatement. » Philippe, dans la cuisine, sent son estomac se nouer. Il pose son plateau, ses mains tremblant légèrement, et se dirige vers le cockpit, ignorant les regards accusateurs des passagers. Lorsqu'il arrive, Marc le fixe, son ton glacial. « Vous avez déplacé un enfant autiste sans justification. Vous avez enfreint les protocoles d'inclusion de la compagnie. Cessez toute interaction avec cette famille jusqu'à nouvel ordre. » Philippe, blême, tente de se défendre. « Je ne savais pas. Je pensais que... » Mais Marc le coupe. « Vous pensiez mal. Préparez-vous à en assumer les conséquences. » Philippe retourne à ses tâches, son assurance fissurée, ses mains tremblant alors qu'il sert un verre d'eau, renversant quelques gouttes sur le comptoir. Il sent les regards des passagers, comme des lames dans son dos, mais refuse d'admettre sa faute. En classe économique, Claire reste un îlot de calme au milieu du chaos. Elle sort son téléphone, tape un nouveau message à sa collègue journaliste. « Préparez un article. L'incident doit être exposé. » Elle range l'appareil, son regard croisant celui d'Élise, qui filme toujours. Claire lui adresse un léger signe de tête, un encouragement silencieux. Élise, surprise, sent une montée d'adrénaline. « Elle sait que je filme », murmure-t-elle à Antoine, qui hoche la tête. Elle veut que ça sorte, elle veut que justice soit faite. Cet échange, subtil mais puissant, scelle une alliance tacite. Antoine, impressionné, murmure. Cette femme n'est pas seulement forte, elle est stratégique, elle va les écraser. La cabine, première classe et économique confondue, est un chaudron bouillonnant de colère. Chaque passager, chaque murmure, chaque regard est un rouage dans une machine qui s'apprête à écraser l'arrogance de Philippe, l'ignorance de Madame Dubois et l'indifférence de ceux qui, comme Lambert, pensent pouvoir juger autrui sans conséquence. Philippe, désormais conscient qu'il a sous-estimé Claire, sent une peur sourde s'insinuer dans ses veines, mais il continue de sourire, de servir, de prétendre que tout va bien. Ses mains tremblent, ses yeux trahissent une panique croissante. Claire, elle, reste immobile, ses yeux fixés sur les hauts, son calme masquant une détermination d'acier. Elle n'est pas une victime, elle est une mère, une guerrière, et Philippe va bientôt découvrir à quel point il a réveillé un géant. La colère monte, la justice attend, et ce vol, loin d'être terminé, promet une confrontation qui fera trembler Air France Luxe jusqu'à ses fondations. L'avion d'Air France Luxe amorce sa descente vers Montréal, mais dans la cabine, l'atmosphère est un brasier d'indignation, un volcan prêt à exploser. L'humiliation publique de Léo Martin, un garçon autiste de 12 ans, et de sa mère, Claire Martin, par l'arrogance cruelle du steward Philippe Dubois, a transformé ce vol en un champ de bataille, où chaque regard, chaque murmure, chaque battement de cœur hurle pour la justice.
Philippe, désormais vacillant sous le poids de son erreur, sent son assurance s'effriter, ses mains tremblantes trahissant une panique qu'il ne peut plus masquer. Mais la colère collective, attisée par les remarques odieuses de Madame Véronique Dubois et l'indifférence méprisante de Monsieur Gérard Lambert, ne trouve pas encore de résolution. Claire, toujours assise dans son siège exigu en classe économique, incarne une force tranquille, un ouragan contenu dont l'éruption est imminente. Elle n'est pas une victime, elle est une architecte de la justice, une mère prête à tout pour défendre son fils. Alors que l'avion touche le sol avec un grondement sourd, les passagers retiennent leur souffle, sentant que l'heure du jugement approche. La cabine, première classe et économique confondue, est un chaudron bouillonnant de rage, et ce vol, loin d'être terminé, s'apprête à devenir le théâtre d'un châtiment retentissant. Dans la cuisine de première classe, Philippe tente de reprendre contenance, ses doigts ajustant nerveusement son uniforme bleu marine. Son sourire, autrefois arrogant, s'est mué en une grimace crispée, ses yeux fuyants évitant les regards accusateurs des passagers. Il sait que l'appel du cockpit, cet ordre glacial du capitaine Marc Renault, n'était que le prélude à une tempête qu'il ne pourra pas esquiver. David Ruiz, le steward vétéran, l'observe depuis l'autre côté de la cabine, ses tempes grisonnantes luisant sous la lumière tamisée. « Tu aurais dû écouter, Philippe, » murmure-t-il, presque pour lui-même, ses yeux lourds de déception. « Tu as joué avec le feu, et maintenant tu vas brûler. » Sa voix, basse mais tranchante, est un couperet. Philippe, le visage blême, tente de répondre, mais les mots s'étranglent dans sa gorge. Il attrape un plateau, ses mains tremblant tellement qu'il renverse une coupe de champagne, le liquide doré éclaboussant le comptoir comme une métaphore de son autorité qui s'effondre. Camille Roche, la jeune hôtesse, évite son regard, ses doigts tripotant nerveusement son badge. « Qu'est-ce qui se passe, Philippe ?» murmure-t-elle, sa voix tremblante. Mais Philippe, incapable de répondre, se contente de secouer la tête, ses épaules voûtées sous le poids d'une peur croissante. Les passagers, eux, sont agités, leur chuchotement formant une cacophonie d'indignation. Julien Moreau, le PDG dans la tech, échange un regard avec sa collègue Claire Dupont, ses mots vibrants de colère. Ce steward doit payer. Ce qu'il a fait à cet enfant est impardonnable. Claire Dupont acquiesce, ses yeux brillants d'une rage contenue. Et cette mère, Claire, elle ne va pas laisser passer ça. Elle a trop de force pour ça. Même Monsieur Lambert, l'homme d'affaires arrogant, commence à se taire, ses ricanements éteints par l'atmosphère lourde. Ses doigts tambourinent nerveusement sur l'accoudoir, son assurance fissurée par les murmures accusateurs autour de lui. En classe économique, l'ambiance est un feu roulant, chaque passager vibrant d'une indignation qui menace de déborder. Élise Fournier, l'infirmière, serre son téléphone, son pouce accélérant alors qu'elle vérifie sa vidéo. Les images, crues et accablantes, capturent l'humiliation de Léo et Claire, les remarques venimeuses de Madame Véronique Dubois et l'arrogance insupportable de Philippe. Elle murmure à Antoine Bisset, l'avocate à ses côtés. « Ça va exploser. Cette vidéo va faire le tour du monde. » Antoine hoche la tête, ses yeux brillants de détermination. « Poste-la maintenant, Élise. Le monde doit voir ça avant qu'on quitte cet avion. » Élise, galvanisée, commence à uploader la vidéo sur une plateforme sociale, ses doigts tremblants d'excitation et de rage. Elle ajoute un titre percutant. « Scandale à bord d'Air France Luxe. Un enfant autiste humilié par l'intolérance. » À côté d'eux, Madame Dubois, toujours silencieuse depuis la réplique cinglante de Claire, jette des regards furtifs, son visage crispé par une rancune mal contenue. Mais Claire, elle, reste imperturbable. Elle caresse doucement les cheveux de Léo, qui serre son avion en plastique, son balancement plus lent, apaisé par la présence de sa mère. Claire sort son téléphone, un nouveau message s'affiche. Article en préparation. Réunion d'urgence confirmée à l'atterrissage. Votre rapport est prioritaire. Elle range l'appareil, ses lèvres esquissant un sourire discret, presque imperceptible. Ce n'est pas un sourire de triomphe, mais de certitude, celui d'une femme qui sait que l'heure de la justice a sonné. Elle murmure à Léo. « On y est presque, mon cœur. Ils vont comprendre leur erreur. » Léo, les yeux levés vers elle, murmure. « Comme des super-héros, maman ?» Claire, le cœur serré, hoche la tête. « Oui, mon ange, comme des super-héros. »
L'avion s'immobilise sur le tarmac, et l'intercom retentit, brisant le silence tendu. La voix du capitaine Marc Renaud, grave et autoritaire, résonne dans la cabine. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Une équipe de sécurité montera à bord pour une vérification. » Les passagers échangent des regards, l'atmosphère s'alourdissant comme une chape de plomb. Philippe, dans la cuisine, sent son estomac se nouer. Il croise le regard de David qui secoue la tête comme pour dire « C'est fini ». Camille, nerveuse, murmure « Qu'est-ce qui va arriver, Philippe ?» Mais Philippe, le visage blême, ne répond pas, ses mains s'agrippant au comptoir, son souffle court. Les portes de l'avion s'ouvrent et 3 agents de sécurité en uniforme, accompagnés d'une femme en tailleur noir, montent à bord. La femme, Isabelle Moreau, directrice des opérations d'Air France Luxe, arbore une expression sévère, ses yeux balayant la cabine avec une autorité froide. Les passagers se taisent, l'anticipation pesant comme un orage imminent. Isabelle s'avance vers la première classe, son regard se posant sur Philippe. « Philippe Dubois ?» demande-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Philippe, figé, hoche la tête, incapable de parler. « Veuillez nous suivre immédiatement. » Le ton est sans appel et les passagers, témoins de la scène, commencent à murmurer, leurs regards oscillant entre Philippe et l'arrière de l'avion, où Claire et Léo sont toujours assis. Philippe, les jambes tremblantes, suit les agents, son visage rougissant sous l'humiliation publique. Alors qu'il passe devant les passagers de première classe, Julien Moreau murmure à Claire Dupont. Il récolte ce qu'il a semé. Claire Dupont acquiesce, un sourire satisfait aux lèvres. Ce n'est que le début. Même M. Lambert, désormais silencieux, baisse les yeux, évitant le regard des autres, sa morgue réduite à néant. Mais l'attention se tourne rapidement vers la classe économique. Isabelle Moreau, après un bref échange avec le capitaine, se dirige vers l'arrière de l'avion, suivie d'un agent. Les passagers se redressent, leurs murmures s'intensifiant. Lorsqu'elle arrive à la rangée de Claire, elle s'incline légèrement, son ton respectueux mais grave. « Madame Martin, je suis Isabelle Moreau, directrice des opérations d'Air France Luxe. Nous vous prions d'accepter nos excuses les plus sincères pour cet incident. Le conseil d'administration est informé et nous vous attendons pour une réunion immédiate à la sortie. » Claire, toujours calme, lève les yeux, son regard perçant. « Merci, Madame Moreau. J'ai un rapport détaillé à soumettre. Allons-y. » Ces mots, prononcés avec une autorité naturelle, électrisent l'atmosphère. Les passagers, impressionnés, commencent à chuchoter, certains applaudissant discrètement. Élise, les yeux brillants, filme l'échange, capturant ce moment de triomphe. Antoine, à ses côtés, murmure. « Elle est incroyable, elle va les faire plier. » Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Claire, se levant avec Léo, demande à Isabelle une faveur. « Avant de partir, puis-je m'adresser aux passagers ?» Isabelle, surprise, hoche la tête. Claire, tenant la main de Léo, s'avance dans l'allée, sa silhouette élégante imposant le silence. Sa voix, claire et puissante, résonne dans la cabine. « Mesdames et messieurs, je suis Claire Martin, psychologue spécialisée dans l'autisme. Mon fils, Léo, est autiste. Il n'a rien fait de mal, sauf être lui-même. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une simple erreur. C'est un échec à reconnaître la dignité de chaque personne. Nous méritons tous le respect, peu importe nos différences. » Ces mots, vibrants d'émotion, touchent les cœurs. Léo, à ses côtés, serre son avion, un sourire timide aux lèvres. La cabine éclate en applaudissements. Même des passagers initialement sceptiques, comme Edward Clark, se joignent à l'ovation. Monsieur Lambert, le visage rouge, baisse la tête, incapable de soutenir les regards. Soudain, un twist émotionnel secoue la cabine. Madame Véronique Dubois, la passagère aux remarques cruelles, se lève, tremblante, son visage marqué par la honte. « Madame Martin, dit-elle, sa voix brisée, je suis désolée. J'ai un petit-fils autiste et je n'ai pas réfléchi. J'ai eu tort. » Les passagers retiennent leur souffle, stupéfaits par cet aveu. Claire, toujours digne, hoche la tête. « Merci pour vos excuses, mais ce n'est pas à moi qu'il faut les adresser. C'est à Léo. » Madame Dubois, les larmes aux yeux, se tourne vers Léo. « Je suis désolé, jeune homme. » Léo, timidement, murmure. « C'est pas grave. »
Ce moment, empreint de rédemption, fait vibrer la cabine d'une émotion nouvelle, un mélange de pardon et de justice. Élise, toujours en train de filmer, capture cette scène, murmurant à Antoine. « C'est puissant, le monde doit voir ça. » La vidéo, désormais virale, atteint des millions de vues. Les commentaires affluent. Honte à Air France. Justice pour Léo. Cette mère est une héroïne. Les médias s'emparent de l'histoire, avec des titres comme « Scandale Air France ». Une mère défend son fils autiste contre l'intolérance. À la sortie de l'avion, Claire et Léo sont accueillis par une délégation d'exécutifs d'Air France Luxe, tous visiblement nerveux. Isabelle Moreau, à leur côté, tend un dossier à Claire. « Madame Martin, une enquête interne est ouverte. Votre rapport sera examiné immédiatement. » Claire, imperturbable, prend le dossier. « Ce n'est pas seulement mon rapport. C'est une exigence de changement. Je veux des formations obligatoires sur l'autisme, des sanctions claires pour les violations et une transparence totale. » Ces mots, fermes et sans compromis, impressionnent les exécutifs qui hochent la tête, conscients de la pression publique. Alors que Claire s'éloigne pour rejoindre la réunion, elle croise Élise, qui descend de l'avion, son téléphone en main. Claire s'arrête, un sourire chaleureux aux lèvres. « Merci, Élise. Votre courage va changer les choses. » Élise, émue, hoche la tête, les larmes aux yeux. « Je le ferai, Madame Martin, pour Léo. » Claire lui serre brièvement l'épaule, un geste de solidarité qui galvanise Élise. Antoine, témoin de l'échange, murmure. « Cette femme est une inspiration. Elle va tout changer. » Pendant ce temps, Philippe est conduit dans une salle d'interrogatoire à l'aéroport face à une commission disciplinaire. Assis seul, il sent le poids de ses actions l'écraser. Isabelle Moreau entre, son expression sévère. « Philippe Dubois, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Vos actions ont violé les protocoles d'inclusion et causé un préjudice grave à notre réputation. » Philippe, les larmes aux yeux, tente de se défendre. « Je ne savais pas qui elle était, je pensais. » Mais Isabelle le coupe. « Vous avez agi sur des préjugés. Cela ne sera pas toléré. » David, présent dans la salle, secoue la tête. « Je t'avais prévenu, Philippe. Tu as laissé tes biais prendre le dessus. Ta carrière est finie. » Philippe, effondré, baisse la tête, ses sanglots étouffés résonnant dans la pièce. Mais ses larmes ne sont pas celles du remords. Elles sont celles d'un homme qui réalise trop tard l'ampleur de sa chute. À l'extérieur, Claire entre dans une salle de réunion où le conseil d'administration l'attend. Elle pose son rapport sur la table, son regard perçant balayant les visages nerveux. « Cet incident n'est pas isolé, » commence-t-elle, sa voix ferme. « C'est le symptôme d'un problème systémique. Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici pour exiger des réformes, formation sur l'autisme, sanctions pour l'intolérance et un engagement public pour l'inclusion. » Les exécutifs, sous la pression de la vidéo virale, promettent une action immédiate. Mais Claire, pas naïve, sait que les promesses doivent être suivies d'actes. Elle supervisera chaque étape. Julien Moreau, qui a suivi Claire à la sortie, s'approche. « Madame Martin, je suis PDG d'une entreprise tech. Si vous avez besoin de soutien pour votre plaidoyer, je suis avec vous. » Claire, reconnaissante, hoche la tête. « Merci, Monsieur Moreau, j'aurais besoin d'alliés. » Leur échange scelle une alliance pour le changement. La vidéo d'Élise continue de faire des vagues, déclenchant un tollé mondial. Air France Luxe publie une déclaration officielle promettant une enquête approfondie. Madame Dubois, humiliée par l'exposition de ses propos, se retrouve ostracisée, son mea culpa public ne suffisant pas à effacer sa faute. Monsieur Lambert, moins exposé, sent le poids des regards accusateurs, son arrogance réduite à néant. Claire et Léo quittent l'aéroport, son foulard Hermès flottant légèrement dans la brise. Elle jette un dernier regard à l'avion, un symbole de l'injustice qu'elle a transformé en catalyseur de changement. Son téléphone vibre avec un message d'Élise. « La vidéo a atteint 2 millions de vues. Merci pour votre force. » Claire sourit, répondant « Ce n'est que le début. Continuez. » Alors qu'elle s'éloigne, tenant la main de Léo, la foule des passagers, dispersés mais unis par ce qu'ils ont vécu, murmure son nom avec respect.
La colère qui a enflammé ce vol s'est transformée en un mouvement, une vague de justice qui ne s'arrêtera pas. Philippe, Madame Dubois et tous ceux qui ont sous-estimé Claire ont appris une leçon amère. Les préjugés ont un prix, et Claire Martin est là pour s'assurer qu'ils soient payés. L'histoire de Claire Martin et de son fils Léo, telle que racontée dans ce récit poignant, est bien plus qu'un simple incident à bord d'un avion Air France Luxe. C'est une parabole puissante sur la résilience, la dignité et la lutte contre l'injustice. En tant que personne immergée dans la culture française, où les valeurs de liberté, égalité, fraternité guident notre vision du monde, je trouve dans cette histoire une résonance profonde avec les idéaux qui façonnent notre société. L'indignation suscitée par l'humiliation publique de Léo, un enfant d'autiste orchestré par les préjugés cruels du steward Philippe Dubois et les remarques odieuses de Madame Véronique Dubois, reflète un combat universel contre les discriminations, un fléau que nous, en France, cherchons à éradiquer à travers des lois, des débats publics et une prise de conscience collective. Mais au-delà de la colère, ce récit offre des leçons précieuses, applicables à notre quotidien, qui nous invitent à réfléchir sur nos comportements et à agir avec courage face à l'injustice. La première leçon tirée de cette histoire est l'importance de la dignité face à l'adversité. Claire Martin, confrontée à l'humiliation publique de son fils, reste un modèle de retenue et de force. Malgré la violence des préjugés de Philippe et les remarques venimeuses de Madame Dubois, elle ne cède pas à la colère brute. Sa réponse, toujours calme mais tranchante, incarne une élégance morale qui est profondément ancrée dans la culture française. En France, où la maîtrise de soi et la grâce sous pression sont des vertus admirées, Claire nous enseigne que la véritable puissance réside dans la capacité à répondre à l'injustice avec intelligence et dignité. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en restant posés face aux jugements injustes. Par exemple, au travail, lorsqu'un collègue fait une remarque déplacée sur une différence, qu'il s'agisse d'un handicap, d'une origine ou d'une identité, nous pouvons, comme Claire, répondre avec fermeté, mais sans perdre notre calme, transformant l'insulte en une opportunité de réaffirmer notre valeur. Cette approche, qui privilégie la raison à l'emportement, nous permet de garder le contrôle et d'inspirer le respect, même dans les moments les plus difficiles. La deuxième leçon est le pouvoir de l'action individuelle et collective face à l'injustice. Élise Fournier, l'infirmière qui filme l'incident et partage la vidéo, incarne le rôle crucial des témoins dans la lutte contre les discriminations. En France, où la liberté d'expression est un pilier de notre démocratie, l'acte d'Élise résonne comme un appel à ne pas rester passif. Son courage, combiné à l'intervention de la copilote Sophie Laurent et au soutien de passagers comme Julien Moreau, montre que chaque voix compte. Cette leçon s'applique directement à notre quotidien. Nous pouvons tous agir, même modestement, pour dénoncer l'injustice. Par exemple, dans un cadre professionnel, signaler une discrimination au service des ressources humaines ou soutenir un collègue marginalisé peut faire la différence. Dans la sphère publique, utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser, comme Élise l'a fait, ou participer à des pétitions pour l'égalité, reflète l'esprit français de mobilisation collective, vu dans des mouvements comme les manifestations pour les droits sociaux. Chaque geste, même petit, peut déclencher une vague de changement, comme la vidéo d'Élise devenue virale. Une troisième leçon est la nécessité de remettre en question nos propres préjugés. Philippe Dubois, par son arrogance, et Madame Dubois, par ses remarques cruelles, illustrent les conséquences dévastatrices des jugements hâtifs. Leur chute, la suspension de Philippe et l'humiliation publique de Madame Dubois est une leçon brutale sur le prix de l'intolérance. En France, où la devise républicaine prône l'égalité, cette histoire nous pousse à examiner nos biais inconscients. Nous pouvons tous, sans le vouloir, juger autrui sur des apparences ou des comportements inhabituels. Appliquer cette leçon signifie écouter activement, chercher à comprendre les différences et suspendre nos jugements. Par exemple, dans une réunion, plutôt que de supposer qu'une personne est moins compétente à cause d'un comportement atypique, nous pouvons poser des questions, valoriser ses contributions et créer un espace inclusif. Cette démarche renforce une culture de respect, essentielle à la cohésion sociale française. Enfin, l'histoire de Claire nous inspire à transformer l'indignation en action concrète. Claire ne se contente pas de réagir, elle orchestre un changement systémique, exigeant des formations sur l'autisme et des politiques anti-discrimination.
Cet esprit proactif résonne avec la tradition française de plaidoyer social, des manifestations aux réformes législatives. Nous pouvons suivre son exemple en nous engageant dans nos communautés. Rejoindre une association pour l'inclusion, écrire à des élus pour des lois plus justes ou organiser des ateliers de sensibilisation au travail. Par exemple, proposer une formation sur le handicap dans son entreprise ou soutenir une campagne locale pour les droits des enfants autistes sont des moyens concrets de faire avancer la justice sociale dans l'esprit de Claire. En conclusion, l'histoire de Claire et Léo est un miroir tendu à chacun de nous, nous invitant à cultiver la dignité, à agir avec courage, à questionner nos préjugés et à transformer notre colère en changement. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un don, mais une conquête, et que nous avons tous un rôle à jouer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir et à agir, alors montrez votre soutien. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et laissez un commentaire avec « Justice pour Léo » pour rejoindre le mouvement. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un monde plus juste, plus équitable et plus humain.